Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres de ce soir. Fin de l'alerte à la presqu'île. Un protocole d'accord a été signé hier soir à l'hôpital de Taravao. La grève est écartée. Quelles sont les garanties obtenues par le personnel et vont-elles passer l'épreuve du vote budgétaire? On en parle avec le président de la Polynésie française, Moetai Broderson. Avec lui, nous évoquerons aussi l'actualité politique récente. On vous emmène ensuite sur l'atoll de Moruroa pour 24 heures d'immersion. Découvrez le quotidien millimétré des hommes et des femmes qui font vivre ce site historique. À Manihi, le dimanche matin appartient à ceux qui se lèvent tôt. Du poisson cru au filifili, nous avons suivi Mati sur son petit kau, une tradition gourmande bien ancrée dans la vie de l'atoll. Et comme chaque dimanche, nous prendrons le pouls de l'actualité sportive avec Oriano Tefo. Au programme ce soir, du padel, du foot, du rugby, un focus sur les Jeux du Pacifique et bien plus encore à découvrir dans le grand JT Sport. Soulagement à la presqu'île, la grève à l'hôpital de Taravao est écartée après l'accord trouvé hier soir. Recrutement, renfort, projet de SMUR ou encore installation d'un scanner. Les agents ont obtenu des garanties sur leurs points principaux. On en parle notamment dans un instant avec notre invité Moetai Broderson, mais d'abord le reportage de Nicolas Pérez. C'est en début de soirée que syndicats et ministres ont signé le protocole d'accord, évitant ainsi un départ en grève à l'hôpital de Taravao. Effectivement, le personnel est très content des échanges qui ont été effectués sur les sous-effectifs qui ont été évoqués, ainsi que le projet SMUR du Sud. Autre point sensible, le recrutement de médecins urgentistes. Seuls 3 sont en fonction sur 6 postes à pourvoir, notamment par manque d'attractivité. Le ministère, avec l'ADS, recrute 2 médecins, un qui va arriver bientôt et l'autre qui va arriver en août. Donc, ça va combler un peu les postes vacants. Toujours est-il que dans le cadre du travail qui reste à effectuer au niveau de l'hôpital, nous laissons aussi la direction faire en sorte que le travail soit fait. Il ne faut pas oublier que quand même on a perdu 2 médecins récemment sur des questions logistiques, une démission et quelqu'un qui dans des situations particulières, n'a pas continué son contrat. Donc on recrutait, on était à 5, on est passé à 3, mais il faut toujours s'employer. Taravao est une priorité, il y a un bassin de population de 50 000 habitants, il doit avoir les moyens nécessaires pour fonctionner. Un protocole d'accord estimé à 86 millions de francs, destiné au renforcement de personnel. Et c'est surtout des charges de personnel et assurer une ligne de garde complémentaire avec tous les postes nécessaires pour le faire. Mais ça permettra d'avoir des effectifs sur place et des effectifs mobiles qui viendront en renfort le reste du temps. C'était nécessaire. L'hôpital de Taravao devrait également se doter d'un scanner, un progrès fondamental pour les populations de la presqu'île. Il était prévu pour le collectif, donc ça tombe très bien qu'on puisse faire cette étude, ces travaux. On va le demander au vote du budget, en espérant qu'il soit voté. Enfin, le ministre de la Santé annonce un prochain appel à manifestation d'intérêt auprès du secteur privé pour une future maternité. Moetai Broderson, bonsoir. Yorana. Merci d'être avec nous. On vient de le voir avec ce protocole à l'hôpital de Taravao. Les engagements sont pris, mais pour les tenir, il va falloir passer l'épreuve budgétaire à l'Assemblée. Sans majorité absolue, avez-vous réellement les moyens de faire adopter ces textes ? Et je pense que les 57 personnes qui ont été élues à l'Assemblée n'ont pas été élues à l'Assemblée pour saboter l'action du gouvernement, mais pour travailler pour le bien des Polynésiens. Sur ce dossier en particulier, la plupart des éléments qui ont fait l'objet du protocole d'accord, ce sont des éléments sur lesquels nous avions déjà discuté avec Oscar Temaru, qui reste le président du Tavenerit Attila, et sur lesquels il était d'accord. Donc je ne vois pas où peut se situer le problème. Donc aucune inquiétude pour ce texte ? J'espère que non, puisque c'est pour le bien de nos populations.
Alors justement, avant de parler des nouveaux textes, il y a de fortes dissonances sur la réforme du RNS. On a entendu Anthony Géraud ce jeudi. Il dit s'être senti, je cite, berné, et que c'est le peuple qui va payer. On s'est complètement planté. Les mots sont forts. Est-ce que vous comprenez sa réaction? Non, je ne la comprends pas. C'est un homme d'expérience. Il est en politique depuis plus de 40 ans. Il sait pourtant la différence entre un impôt et des cotisations. Il doit aussi savoir que ce texte, pour 70% des personnes qui sont aujourd'hui dans les trois régimes, ne change absolument rien. Que pour 26% des personnes concernées, il améliore leur situation au quotidien. Et qu'il y a effectivement des personnes qui vont devoir contribuer plus qu'elles ne contribuaient hier, mais ce ne sont pas les petits, et je mets beaucoup de guillemets entre ce terme parce que je ne l'aime pas. Donc voilà, il faut pas dire tout et n'importe quoi. Cependant, il a l'air de dire qu'entre la loi que vous avez présentée et ce que la CPS demande aux gens sur le terrain, il y a un fossé. Alors non, il faut effectivement, et nous avons commencé à travailler dessus. Je ne prétends pas que le dispositif et sa mise en œuvre ont été parfaites. Nous avons entendu évidemment les remontées du terrain avec les Polynésiens qui nous disent mais c'est très compliqué, le site ne marche pas, l'application ne marche pas, on ne comprend pas, c'est quel formulaire, c'est le 1, le 2, le 3. Ça c'est la mise en œuvre. Donc on est en train de corriger, on va dire, ces défauts de mise en œuvre avec la CPS. Je tiens vraiment à remercier les agents de la CPS qui sont en première ligne et qui font un boulot extraordinaire. Donc tous ces éléments de mise en œuvre vont être corrigés. Donc vous mais allez sur corriger, revoir votre copie. Bien pour sûr, calmer. mais sur le fond du texte, et ça reste un texte, à mon avis, important et essentiel pour la pérennisation de la PSG, et c'est un texte qui va dans le bon sens. Et donc vous parlez de correction, est-ce que ça sera fait avant le 31 mai? Oui, bien sûr, c'est en cours. Alors d'ailleurs, Anthony Géraud rejoint même le patronat et l'opposition en parlant d'un impôt déguisé, d'un impôt sur le revenu déguisé. Est-ce que c'est une critique que vous acceptez? Non, à nouveau non, et je suis très surpris. Il a été pourtant ministre et vice-président de ce pays. Un impôt, c'est un prélèvement qui est effectué soit directement, soit indirectement auprès des Polynésiens, qui est reversé au budget général. Et ensuite, c'est le gouvernement qui propose et l'Assemblée qui adopte l'utilisation de ces fonds. Ici, on parle de cotisations. Ces cotisations sont fléchées sur des prestations. C'est ce qu'on appelle la PSG. Donc, ça n'a rien à voir avec un impôt. Alors, on va écouter Anthony Géraud sur un autre sujet, les travaux de l'Assemblée concernant le coût de la vie et l'inflation qui nous guettent. La cherté de la vie, sur les énergies, la transition énergétique, on a déjà fait ce travail. On leur a remis les résultats, les préconisations qui ont résulté de ces travaux. Il ne leur appartient plus qu'à appliquer. Le grand problème quand on fait une proposition de loi de pays ou bien de proposition de délibération, on est obligé de travailler avec les services du pays pour préparer les arrêtés d'application. Et ça, on ne pourra jamais le faire parce qu'ils sont sous la tutelle des ministères. Et donc, tant que les ministres n'acceptent pas de se fondre dans le moule des propositions de texte qu'on va leur présenter, on ne va jamais pouvoir avancer. Alors, on vient de l'entendre, il renvoie la balle dans votre camp. Que lui répondez-vous? Que le ping-pong ne m'intéresse que très peu. Moi, ce que j'attendais, c'est effectivement des propositions de la part de ceux qui ont organisé ces différents colloques. On n'a jamais vu venir ces propositions. Sur le principe que ces propositions doivent être ensuite travaillées avec le gouvernement, bien entendu, mais nous n'avons jamais vu ces propositions. Alors, sur un autre sujet tout aussi préoccupant, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, les menaces de blocus ou de péage qui vont peser sur les coûts des transports, les assurances des transporteurs, quel est l'état de nos stocks? L'état des stocks, pour l'instant, n'est pas le sujet de préoccupation. Les bateaux qui devaient arriver sont arrivés. Il y a eu quelques péripéties. Les prochains bateaux sont également, on va dire, dans le pipeline, sans mauvais jeu de mots. En revanche, on voit un peu les développements au jour le jour, suivant les humeurs du locataire de la Maison Blanche. Là, évidemment, sur ces éléments-là, nous n'avons pas de prise.
Donc c'est la raison pour laquelle nous avons très rapidement proposé un collectif budgétaire pour pouvoir anticiper et atténuer les effets de ce qui se passe en Iran. Je remercie d'ailleurs l'Assemblée qui a adopté ce collectif budgétaire qui nous a permis d'abonder de plus de 3,5 milliards le FRPH, portant donc l'intégralité des sommes à 6,5 milliards, ce qui nous permet de contenir ce choc pour l'instant. On ne sait pas pour combien de temps. Ah, je ne suis pas Madame Soleil. Alors, on a mobilisé près de 6 milliards pour passer le cap de la crise pétrolière, dont 3,5 milliards pour le FRPH, donc l'essence. Mais si les prix mondiaux explosent de 40 à 150% comme vous le craignez, est-ce qu'il faudra remettre la main à la poche et vider les réserves ? Il y a bien entendu une limite à la fois mathématique et économique à l'effet tampon du FRPH. C'est un dispositif d'amortissement. Il n'est pas destiné à être appliqué ad vitam aeternam. Et à un moment donné, si les prix ne rebaissent pas ou s'ils continuent d'augmenter, il faudra bien sûr impacter à la pompe. Et ça, on le fera de manière graduelle. On ne va pas le faire de manière brutale et on le fera également de manière modulaire pour ne pas impacter les professionnels, puisque il y a un certain nombre de professionnels, nos pêcheurs, nos agriculteurs, qui sont très dépendants de tout ce qui touche autour des hydrocarbures. Et si on devait les impacter de manière brutale, évidemment, ça se traduirait sur le prix de ce qu'ils produisent. Alors, Moetai Broderson, jeudi à Taraheuil, vous avez dévoilé le manifeste du nouveau parti à Fanotia. Une troisième voie. L'idée, c'est de garder le cap du programme de 2023, mais aussi quelque part de préparer les territoriales de 2028. On n'est pas dans l'esprit de préparer les territoriales de 2028, on est l'esprit de rester fidèle au programme de 2023. C'est déjà beaucoup. Ensuite, vous savez, depuis les municipales, on est entré dans un tempo électoral qui, effectivement, ne va pas s'arrêter jusqu'en 2028. En septembre, nous aurons les sénatoriales. L'an prochain, la présidentielle nationale. Ensuite, les législatives. Et puis, en 2028, les territoriales à nouveau. Mais nous, ce que nous voulons, c'est rester fidèles à nos convictions. Nous sommes toujours indépendantistes. Ça, je n'autoriserai personne à en douter. Mais nous ne voyons pas l'indépendance comme une fin en soi. L'indépendance, c'est une étape, c'est un moyen, c'est une étape à franchir, si possible rapidement, mais de manière démocratique, certainement pas en l'imposant. Vous pensez que le Taveuni n'a aucune chance de gagner en restant arc-bouté sur les ressources marines et la déclaration unilatérale d'indépendance ? J'en suis persuadé. Et quand je vois le retour de certains ultras qui s'excitent dans le hall de l'Assemblée, principalement venus de Paris, mais c'est pas très rassurant comme image. Alors, vous serez à la tête de ce nouveau parti. Steve Chailloux l'a annoncé jeudi, d'ailleurs, sur notre chaîne. Est-ce que cela veut dire que vous allez démissionner du Taveuni et quand ? Écoutez, on n'en est pas là. On continue de discuter avec l'ensemble des groupes. J'étais vendredi avec Oscar Temarou sur des sujets concernant la mairie de Faa. Il y a c'est vrai, ce brouhaha, cet émoi politique en ce moment. Mais à côté de ça, on continue, et c'est le principal, de travailler pour les Polynésiens et les Polynésiennes. Alors, on pensait que votre lien avec Oscar Temarou résisterait à tout. Apparemment, non. Pourquoi ? Vous êtes quand même lié personnellement au leader du Taveuni. Bien sûr, c'est quelque part mon papa. Mes parents biologiques sont aujourd'hui décédés. C'est le grand-père de mon fils et j'ai une affection absolument extraordinaire pour lui. C'est aussi mon leader politique. Ça a été mon professeur. Et c'est lui qui m'a appris. C'est pas Tony Géraud, c'est pas les cadres qui sont aujourd'hui aux manettes du parti, c'est certainement pas eux, c'est Oscar Temarou qui m'a appris les grands principes de l'accession à l'indépendance par la voie démocratique dans le respect du droit international. C'est Oscar Temarou qui m'a enseigné qu'il fallait protéger l'environnement. Voilà. Donc moi je reste fidèle aux enseignements de mon mentor politique. Donc cela ne change rien à votre relation ? Absolument pas. Alors, dernière question, la création de votre groupe à Fanotia a fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux. L'élu Hina Mweura Cross Morgan a pointé du doigt le coût de ce nouveau groupe, environ 50 millions sur 2 ans. Elle parle d'une histoire d'argent plus que de lignes politiques. Que lui répondez-vous ? Comme trop souvent, elle fait du sensationnalisme. C'est franchement totalement inintéressant. C'est un règlement
intérieur de l'Assemblée qui existe depuis toujours. Ça n'a pas été révisé récemment à l'occasion de la mise en place de ce groupe. C'est une répartition des moyens en fonction du nombre de représentants dans chaque groupe. On ne va pas voter un collectif pour venir abonder le budget de l'Assemblée par rapport à ça. C'est une redistribution des moyens puisqu'aujourd'hui les groupes sont différents. Okay. Merci Moetai Broderson d'avoir été avec nous ce soir. Toujours au chapitre social, les négociations se sont poursuivies aujourd'hui tout au long de la journée entre la direction d'Air Tahiti et le syndicat des pilotes. Mais sur le tarmac, la paralysie est réelle. 2/3 des vols ont été annulés encore aujourd'hui. Une situation qui concerne près de 4000 passagers sur l'ensemble du réseau domestique. Mais l'issue est peut-être proche. Un protocole d'accord est en cours de rédaction à l'instant où je vous parle. Il pourrait être signé dès ce soir. Cap maintenant sur Moruroa, à 1200 km de Tahiti, sur ce site isolé. Une petite communauté de 30 personnes, civiles et militaires, assure l'entretien et la surveillance de l'atoll. Hoanui Atuahiva et Désiré Teivao nous proposent une journée en immersion à leur côté. Le soleil est levé et la journée a déjà commencé sur l'île de Moruroa. Le planning est chargé, donc on se lève tôt. Dès 4h45, les troupes se lèvent. À 5h, il y a le petit déjeuner. À 6h, la mythique levée des couleurs, suivie de la séance de sport faite par le caporal-chef Roman. Marchons, marchons, cassons un but. Ici, la discipline rythme le quotidien des 28 militaires et 3 civils qui habitent Moruroa. Mais au-delà du cadre militaire, chacun entretient aussi sa condition physique, un moment clé pour maintenir la forme et le moral dans cet isolement au cœur du Pacifique. On a accès à la salle de sport et aux infrastructures tous les jours, de 6h à 8h et à partir de 16h jusqu'à 18h en fait. Donc on est assez libre au niveau sport. On s'entraîne en fait pour le CAOM, c'est une initiation au stage commando qu'on va devoir faire en rentrant de Moruroa quand on retournera au RIMAPE. Et après le sport, chacun s'adonne à ses tâches. Sur le terrain, les missions s'enchaînent. Tout est entretenu en continu pour garantir autonomie et sécurité. La vie ici au niveau des tâches, en fait, elle est très simple. Moi, je fais mes tours de reconnaissance et à partir de là, j'envisage certaines tâches qui seront liées principalement à l'entretien des routes, du quai, de la piste pour pouvoir circuler très librement sur l'atoll. Moruroa est aujourd'hui totalement autonome. Électricité, eau, maintenance, logistique, tout est géré sur place dans un environnement chargé d'histoire. Aujourd'hui, l'île de Moruroa, elle est complètement autonome au niveau énergétique? Oui, elle est complètement autonome. La capacité maximum de SLG, c'est de 88 kVA. Et on en a trop. Personnellement, je me sens un peu privilégié parce que ce n'est pas tout le monde qui peut venir ici. Du coup, on a les vestiges. Enfin, la chance de voir les vestiges. Et ça touche quand même un peu au cœur, quoi. Dans ce quotidien bien réglé, la solidarité reste essentielle. Au sein de cette petite communauté, chacun connaît son rôle. Du suivi médical à la vie collective, l'entraide est permanente. Donc là, on a notre brancard qui nous permet du coup de prendre en charge les patients avec le chariot de soins juste à côté. On a vraiment tout le matériel qu'il faut pour prendre en charge les personnels. Honnêtement, j'ai autant de matériel que ce que j'ai en métropole. Donc ça, c'est vraiment royal. Et ce que j'adore sur le site de Moruroa, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Donc on connaît tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer et c'est génial parce que du coup, on est présents les uns pour les autres et ça, c'est vraiment top. Et dans cet isolement, les repas restent un moment clé. Préparés avec soin pour garder le moral des troupes, malgré les difficultés liées à l'éloignement. Il faut avoir des idées et la marchandise, c'est le stock qui prime. On a pas mal de choix, de très bons produits, donc que ce soit viande, entrée, dessert, on a une panoplie large. De la semoule avec des boulettes de bœuf. En entrée, ce sera du saumon fumé et en dessert, des fondants au chocolat. À Moruroa, les journées sont donc rythmées et bien remplies. À la nuit tombée, il reste encore une dernière tâche, un dernier tour de ronde entre la base et le PK Requin. Voilà donc le quotidien des 28 habitants de Moruroa. Après une énième patrouille de nuit, il est déjà 22h30 à ma montre et c'est aussi le temps pour tous ces militaires d'aller se coucher et de reprendre les forces pour attaquer la journée de demain en pleine forme.
On part à Manihi à présent, où le dimanche matin rime avec partage. Poisson cru, firifiri ou tayoro, les habitants se retrouvent autour des saveurs du fénois, des plats faits maison qui nourrissent autant le corps que le lien social. Mereteato. Dès l'aube, les habitants se retrouvent à la marina pour acheter ou récupérer leur ma'at Haiti. C'est sur son petit cow que Mati livre ses plats. Ça y est, tout le monde est venu chercher leur commande. Il reste encore d'autres clients. Ils sont pas encore. C'est les jeunes clients qui laissent. Oui, c'est pas l'heure pour réveiller, ils ne sont pas encore réveillés. C'est tous les dimanches que tu viens dans ton matin? C'est tous les dimanches matin. Mati et sa famille s'activent depuis la veille pour régaler les habitants de l'atoll au menu. Poisson cru, fifiri, tayoro korori et pahou kari. Des fois, pu'a, sauce huître, hawari pu'a. Ça, le tayoro et fifiri et poisson cru, 500 francs le paquet. Et hawaro le morceau, 500 francs. Sauf le pu'a, c'est 1000 francs les barquettes et les pahou kari. Parce que ce sont des produits qu'on achète cher. Hein? Et les pahou, il faut aller loin pour aller les chercher. Un travail d'équipe préparé avec sa famille. Il y a mon fils et madame. Et madame est arrivée 22h pour commencer à préparer. Hein? Et moi, je vais arriver 1 heure après. Voilà. Et les clients fidèles ne manquent pas le rendez-vous. Alors, un paquet fifiri, un tayoro korori et un poisson cru. Oui, c'est suffisant parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est que 3 à la maison. 2 paquets fifiri avec une baguette de poisson cru, et pahuakari avec le avaro et poeuto. Ah oui, on va manger avec le taro et le poisson, là, tout nos popés, là, hein, et la mayonnaise. Déjà prêt. Je vais juste chercher ça, le reste. À Manihi, le dimanche est un moment de partage et de tradition. Des plats simples faits avec le cœur qui rassemblent tout un atoll. C'est la fin de cette page d'actualité, mais restez avec nous comme tous les dimanches. Je passe les commandes à Oriano Tefau pour le grand JT Sport. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain. Bonsoir Oriano. Bonsoir Miti, merci de nous avoir accueillis pendant cette partie d'actualité. Quant à nous, ce soir, on se donne rendez-vous avec du paddle, du rugby, du football. Et tous les regards ce soir seront également tournés vers la préparation des Jeux du Pacifique. Allez, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Roulement de tambour, place au sport. Et le paddle a plié le pouvoir toute cette semaine avec la Pacific International Paddle Cup, un rendez-vous qui a réuni plusieurs nations de haut niveau et qui a permis aux joueurs locaux de se mesurer à l'élite internationale. Les détails dans ce reportage. Sur les cours, le rythme est soutenu. Les échanges s'enchaînent, les points sont disputés et le niveau ne cesse de monter. Après les phases de qualification, place au dernier match décisif. Espagnols, Australiens, Français ou encore Calédoniens, les meilleurs pairs sont toujours en lice. Ça va être dur là. Ben, je pense que moi je suis fier. Hein. Je pense que au bout de 3 ans où ce sport est arrivé chez nous, hein, on est quand même au niveau des Calédoniens, on titille. On n'est pas loin des... Bon, les Espagnols, on ne va pas y aller les chercher, mais bon niveau. On est content un peu de notre niveau. Côté tahitien, l'aventure s'arrête en quart de finale, mais face à des joueurs expérimentés, les locaux n'ont pas démérité. Voilà, hein, aujourd'hui, je pense qu'au niveau paddle, on n'est pas du tout si loin que ça. Je pense qu'on peut commencer à les embêter. On a bien progressé grâce à l'aide de coachs espagnols qui sont venus plusieurs fois en fait, sur le territoire. Maintenant, ce qui nous manque, c'est quand même de l'opposition. Avoir recours à des matchs comme ça assez souvent, ça nous permettrait de nous faire jouer, de nous mettre du rythme, du volume. Et voilà, c'est l'expérience qui change. Ici, on a 3 ans de paddle, c'est tout nouveau. Eux, ils jouent depuis qu'ils sont nés presque, donc voilà.
Un constat partagé par les équipes venues de l'extérieur. Donc de jouer des Tahitiennes, c'était super. Et d'avoir le privilège de jouer contre les joueuses finlandaises, les françaises, la paire qu'on a jouée hier en quart, pour nous c'est super, c'est une super expérience. Alors moi personnellement je trouve qu'elles ont un assez bon niveau, ça se sent qu'elles viennent du tennis et que du coup elles ont un bon toucher de balle. Donc ça c'est ça qui nous a fait un peu mal. Mais globalement je trouve que le niveau est très bon chez les femmes. Un tournoi qui dépasse la simple compétition, c'est aussi un moment d'échange entre territoires et une opportunité de faire grandir la discipline. Bien sûr, bon, déjà c'est nos cousins, nous on est là vraiment pour faire un partage. On voit avec Alain Sioux, qui est le président de Phoenix, pour organiser une sorte de circuit entre les Australiens, les Calédoniens et les Tahitiens. Donc là c'est le premier rendez-vous, on vient voir la nouvelle Paddle Cup pour la première année et on espère voir plus d'échanges et évidemment que les Tahitiennes viennent plus souvent en Nouvelle-Calédonie. Et la dynamique est lancée. Après Tahiti, d'autres étapes sont déjà envisagées dans la région. Quant aux prochaines échéances locales, la Classico Pacifique au mois de juin. Et les finales ont livré leur verdict cet après-midi en direct sur les plateformes numériques de TNTV à la télévision. Chez les dames, la paire franco-finlandaise Minetti Way s'impose en 2-7 face aux françaises Deneshaw et Boura et décroche le titre. Chez les hommes, finale plus accrochée entre les Australiens Béchar-Mélisis et les Espagnols Rocafort-Blanco de Miguel. Au final, au terme d'un match intense et très disputé, la paire espagnole s'impose de 7-1. Félicitations à nos athlètes. Et le terrain pâle collectif, et lui, il a les clés du jeu. Juanui nous a rejoint en plateau. Yorana Juanui. Yorana Oriano, Yorana à tous. Alors on commence avec du football où notre équipe professionnelle a encore brillé à l'OFC Pro League cette semaine. C'est bien ça Oriano, Tahiti United se relance directement dans la course au top 4. Vendredi à Fidji, les joueurs de Samuel Garcia ont signé une victoire importante face aux Solomon Kings. Un succès 5-1, une performance qu'il faudra néanmoins confirmer dès demain face aux Néo-Zélandais de South Island United, concurrent direct de l'équipe tahitienne au top 4. Tout de suite le résumé avec notre numéro 10, Désiré Teivao. Le vent tourne, il a tourné ce soir ici à Fidji. On est très fiers de la performance qu'on a fait. En difficulté depuis le début de l'OFC Pro League, les joueurs de Tahiti United ont livré vendredi leur meilleure prestation. Samuel Garcia a notamment pu compter sur ses joueurs calédoniens, Joseph Atali, auteur d'un but et d'une passe décisive, et Germain Awegene qui s'est offert un triplé. L'entraîneur de la formation tahitienne souligne de son côté l'implication de tout son groupe. Il faut féliciter l'ensemble du groupe ce soir et ça va donner de l'énergie à tout le monde, à tous ceux qui jouent moins. Et on sait qu'aujourd'hui on peut compter sur tout le monde. Nos enfants sont en train de grandir et c'est vraiment ça, notre projet, c'est pas que cette année, on est sur un projet dans les 4-5 prochaines années. Avec 13 points au compteur, Tahiti United reste dans la course au top 4. Hors de question pour autant de s'enflammer. Le plus important, c'est garder beaucoup d'humilité. Ça, c'est la base. Et parce que si on n'a pas d'humilité, on sera puni au prochain match. Et bien récupérer, forcément, on joue dans 3 jours, donc il va falloir récupérer au maximum. Profiter ce soir, garder de l'humilité et récupérer au maximum. Tahiti United devra confirmer cette embellie dès demain face aux Néo-Zélandais de South Island United. Direction Punaoia maintenant où s'est déroulé le choc de cette 4e journée du championnat de Polynésie de rugby. Le leader Punaoia a affronté à domicile le 2e du championnat Fa'a. Un duel intense engagé avec du suspense jusqu'au bout de la rencontre et un scénario renversant. Résumé de cette rencontre dans ce reportage. C'était l'affiche tant attendue de cette 4e journée du championnat de Polynésie de rugby. Hier soir au stade de Punaru, le leader Punaoia accueillait son dauphin, le champion au titre Fa'a. Un véritable choc au sommet entre deux formations en grande forme qui a tenu toutes ses promesses avec une intensité de tous les instants. Ouais, c'était un très beau match de rugby ce soir, avec des conditions qui étaient un peu particulières parce qu'il avait beaucoup plu, le terrain était gras. Il s'est mis à pleuvoir aussi en fin de match. Mais vraiment les deux équipes ont vraiment répondu présent. Un beau combat dans les phases de conquête, des belles actions. Voilà, franchement ça s'est joué à pas grand chose ce soir je pense. Dès l'entame, Punaoia impose son rythme et met sous pression les visiteurs. Plus incisifs, les Oranges provoquent les fautes et concrétisent grâce à leur numéro 16, auteur de 3 pénalités sans trembler. Mais juste avant la pause, Fa'a sonne la révolte et inscrit un essai précieux. À la mi-temps, les débats restent indécis, 9-7. C'est pas le moment douter. Les doutes, on jette dehors.
Après la pause, le discours des coachs de FAA porte ses fruits. Les Verts frappent d'entrée et prennent l'avantage. S'engage alors un véritable bras de fer, chaque équipe répondant par des essais transformés. Mais au fil des minutes, l'intensité physique penche en faveur de FAA. Plus solide, plus constant, les champions en titre finissent par faire la différence et s'imposent 29-19. Le physique a joué beaucoup là-dessus. On a l'avantage d'avoir des avants et des trois quarts polyvalents, donc on peut tourner entre tout le monde. Donc ça, c'est très agréable. Pour le coup, Pouna nous a attendu directement, donc c'était très solide. Et une fois qu'on a mis la main sur le ballon, qu'on a réussi à poser notre jeu, on a réussi à dérouler, comme tu l'as dit, et voilà, à remporter ce match finalement. Les matchs, on les prend un par un, peu importe l'équipe. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout, donc on ira à fond tout le temps, quoi. La lutte pour les phases finales s'annonce plus serrée que jamais. Lors de la 5e et dernière journée, chaque point comptera pour espérer décrocher l'une des 4 places qualificatives pour les phases finales. C'était tout pour l'actualité sportive de cette semaine. La semaine prochaine, le grand retour de la Coupe de Polynésie de football avec les quarts de finale. Les fans de volleyball seront eux aussi servis avec le retour du tournoi des As. Je vous donne donc rendez-vous semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour en parler tous ensemble. Merci Juan pour ton analyse et rendez-vous donc dimanche prochain pour plus de cohésion collective. On fait maintenant un tour d'horizon de l'actu sportive ici et ailleurs, en bref et en images. 8 nageurs tahitiens ont participé cette semaine en Nouvelle-Zélande au Age Group Championships. Après les 5 journées de compétition, la délégation polynésienne décroche 23 médailles, dont 14 en or. Deotivido rapporte à elle seule 6 médailles d'or et 1 d'argent. Dans son sillage chez les moins de 13 ans, Malaki Adam se révèle sur cette compétition. Le jeune espoir décroche 4 titres en terre kiwi. Enfin, Eno Avial et Paolo Groli participent aussi à faire monter le compteur d'or. Ces jeunes nageurs enchaîneront le week-end prochain à Tiperui avec les championnats de Polynésie de natation. Des nouvelles de nos cyclistes du Fénois engagés en Australie sur les championnats d'Océanie sur route à Brisbane. Arrivés en début de semaine, Noah et To ont découvert un parcours exigeant avec du dénivelé et des conditions difficiles. Sur le contre-la-montre, Kahiri Handler prend une place dans le top 15 malgré un souci mécanique. Sur l'épreuve en ligne, Clémence Dead s'est accroché face à une forte concurrence, tandis que chez les hommes, Taruya termine 20e sur un parcours très éprouvant. Au-delà des résultats, l'essentiel est là de l'expérience engrangée face au très haut niveau. Belle performance pour le kayak tahitien. Engagé ce week-end en Bretagne en championnat de France de fond, Iloha Etchen et Esti Gobron de la Stefana Sevski ont su faire face à une forte concurrence. Après des places de 5e et 8e en individuel parmi plus de 70 rameuses, les deux Vahinés ont uni leur force en biplace pour aller chercher une médaille de bronze au terme d'une course engagée. Prochaine échéance pour Iloha Etchen, les sélections en équipe de France de kayak sprint à la fin du mois. Vendredi matin, la sélection tahitienne de chasse sous-marine s'est envolée pour l'Australie. Après avoir brillé au Brésil pour les mondiaux, la sélection vise maintenant les Océaniens. Une équipe pleine d'expérience avec les 2 champions du monde en titre, Della Martinière et Teina Orff. Complétée par Onyx Le Billon, la paire féminine vise un 3e sacre océanien d'affilée. Tahiti porte fièrement le statut de favori de la compétition. Première étape, 3 semaines de repérage et de préparation avant le début de compétition le 27 avril. Non, nous on veut tout gagner. Surtout qu'en Australie, Tahiti n'a jamais encore gagné. Même nos anciens, c'est le seul pays avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, on a failli gagner plusieurs fois, mais jamais au général. Et là, on tient vraiment à cœur de gagner en Australie pour casser un peu ce mythe-là qui nous, cette épine du pied là. On est plus ou moins prête, on va dire, mais on y va vraiment avec l'intention de prendre du plaisir, surtout sur cette compétition, parce que c'est une compétition qu'on affectionne beaucoup. Les Océaniens, c'est un peu sentimental pour nous, on va dire. On a fait déjà 2 fois titre de championne d'Océanie. Et là, notre objectif, ce serait d'avoir le 3e titre, parce que ça n'a jamais été fait dans le cadre des Océaniens au féminin. Donc on aimerait bien, pour notre dernière compétition, accomplir cet exploit. Sur l'île de Raiatea, la Coupe Raromatei s'est tenue à Avera malgré les perturbations des vols liés à la grève. Les organisateurs ont dû s'adapter, mais les clubs de Tahiti ont tout de même fait le déplacement en nombre. Près de 130 athlètes étaient engagés avec des qualifications en journée et des finales en soirée. Toutes les catégories représentées, des plus jeunes aux vétérans, avec en bonus des combats par équipe mixte
très disputée. Au classement final, Tapu Tapu Atea Taekwondo s'impose devant Tahiti Martial Spirit et Tetoa Fa'a. Sous l'impulsion du Fénois PSG, une journée de cohésion entre vétérans s'est tenue hier à Pueu. Au total, 27 passionnés de football venus de Papeete de Moorea se sont retrouvés autour d'un objectif commun, partager les valeurs du sport et renforcer les liens. Un moment convivial marqué aussi par la présence du maire de la commune qui n'a pas hésité à mouiller le maillot, une initiative que les organisateurs souhaitent désormais pérenniser avec l'ambition d'élargir la participation à d'autres zones, notamment la côte ouest et Taravo. Et à 15 mois des Jeux du Pacifique, l'heure est déjà à l'anticipation. Hier, COPF, coach, chef de délégation et entraîneur étaient réunis pour une première réunion de travail autour d'un enjeu clé, tout ce qui se joue en dehors du terrain. Les détails dans ce reportage. D'anticiper, d'amener, quand vous êtes en déplacement, toujours de l'eau. Hébergement, restauration, suivi médical. Au cœur des échanges, la gestion du futur village des athlètes. 5 grandes thématiques abordées pour préparer au mieux les fédérations. Conditions de vie, santé, ambiance, mais aussi encadrement des proches et accréditation. Un travail d'anticipation essentiel pour éviter les imprévus le moment venu. Donc on essaye d'anticiper tout ça pour justement accompagner le COJ, pour que les fédérations puissent poser des questions et que ça puisse faire réfléchir au COJ d'adapter au mieux pour nos athlètes et même pour les athlètes des pays hôtes, enfin des pays invités. Sur le terrain, les questions sont concrètes, accessibilité, notamment pour les sportifs en situation de handicap, ou encore organisation des espaces de vie. Du coup, c'est des bonnes questions qui ont été remontées. Là, on a déjà établi quelques points avec le département service aux populations sur les PMR, donc l'accessibilité aux PMR. On a plusieurs sites forcément qui seront accessibles aux PMR. Ça dépendra aussi beaucoup des sports, s'ils sont parasport ou pas. Donc je sais que Raiatea n'est pas un parasport et il n'y aura pas d'accessibilité PMR par exemple à Raiatea. Car à ce stade, tout n'est pas encore figé. Ces réunions servent aussi à faire remonter les attentes et ajuster le dispositif. C'est ça aussi notre rôle au niveau de la Fédération du sport, c'est de pouvoir réfléchir et proposer des solutions pour que l'on puisse vivre ces Jeux du Pacifique tous ensemble, que ce soit à la fois les valides et les personnes et les handisports. 3 villages sont prévus pour accueillir les délégations, un dispositif encore en construction, mais déjà au cœur de toutes les attentions. Un travail de fond loin des projecteurs, mais indispensable pour garantir des Jeux à la hauteur des attentes. Et le calendrier sportif s'accélère au Fénois. Natation, les championnats de Polynésie en bassin de 50 mètres à Tiperui du 17 au 19 avril. Athlétisme, rendez-vous le 18 avril à Punaru pour les championnats du 3000 et 5000 mètres. Et surf, deuxième manche de l'Open Tour à Papara les 18 et 19 avril. C'est la fin du Grand JT Sport pour ce soir. On vous laisse avec la suite du programme sur TNTV, bien dans son Fari à 19h05, Horizon Maritime à 19h20, puis Léo Mattei, Brigade des mineurs à 19h30. Demain soir, Athéna Milcam vous donne rendez-vous pour le JT et nous on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle dose de sport. D'ici là, gardez la forme et sportez-vous bien. Écoute sa gueule et dis-moi ce que tu en penses de cette chanson. Je l'ai faite pour toi. Dis-moi si tu ne l'aimes pas. Dis-moi si tu ne l'aimes pas. Puis dis-moi si tu ne l'aimes pas. Dis-moi si tu ne l'aimes pas. J'ai envie de devenir à toi pour te faire balancer contre moi et dire au DJ de ne pas stopper. Car pour moi, tu es la seule, tu es celle qui m'a redonné des ailes. Tu es celle, tu es la plus belle. Tu es celle qui m'a redonné des ailes. Tu es celle, tu es la plus belle. Tu es celle qui m'a redonné des ailes. Tu es celle, tu es la plus belle. Écoute sa gueule et dis-moi que tu en penses de cette chanson. Je l'ai faite pour toi. Dis-moi si tu ne l'aimes pas. Dis-moi si tu ne l'aimes pas. Puis dis-moi si tu ne l'aimes pas.